présentation de nos candidats ce soir se déroule en pleine recomposition politique dans le pays. Ça n'a échappé à personne. Les deux partis dits de gouvernement ont explosé en vol et tous les pronostics sondagiers ont été mis à mal à plusieurs reprises. Tous les favoris des primaires ont été battus et un mouvement de masse, le nôtre, s'est cristallisé autour de notre candidat Jean-Luc Mélenchon et de son programme L'Avenir en commun. Aujourd'hui, j'ai regardé le chiffre avant de venir, 345 000 personnes ont apporté leur soutien . 345 000 personnes ont apporté leur soutien à Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme JLM 2017 et dont 3 400 personnes dans le Gard. Mon chiffre date du 25 et il a dû bouger beaucoup parce que rien que pour notre comité de Nîmes Insoumise qui est en plein centre-ville, nous avons gagné 10 nouveaux insoumis dans la semaine. Donc ça s'accélère. À ce jour, dans le Gard, il y a 53 comités qui regroupent 470 personnes, donc chiffre au 25 mars. Notre mouvement citoyen porte un joli nom. Le joli nom de France Insoumise qui commence, je dirais, à essaimer dans les médias et à être, je dirais, popularisé. Il n'en était pas grand-chose quand nous avons démarré, mais voilà. Notre démarche, que je qualifierais de philosophique, elle s'appuie sur l'insoumission. L'insoumission, c'est le fondement de l'émancipation. Ce fondement, il vient du fond des temps. Et ici, à Nîmes, je veux le souligner. Pour moi, le premier insoumis, c'était Spartacus, qui a mené la révolte des esclaves contre Rome. Et dans cette ville romaine, on ferait bien de ne pas l'oublier quelquefois, que là où il y a des esclaves, il y a des révoltes. Et là où il y a des esclaves, il y a des révoltés. Il y a des rebelles, il y a des résistants, il y a des insoumis. Quand on regarde le dictionnaire, petite curiosité, il y a 30 synonymes à insoumis. Et lorsqu'on regarde toujours le dictionnaire et qu'on regarde les antonymes à insoumis, c'est-à-dire le contraire d'insoumis, il y en a 5 simplement. Nous sommes vraiment un pays où le langage rejoint, je trouve, l'état d'esprit de notre population. Donc c'est un immense défi que nos candidats, à leur manière, veulent relever. Ils vont porter dans ces élections législatives le même programme que Jean-Luc Mélenchon. Pas un programme négocié par des compromis avec tel ou tel, le même programme, un programme élaboré il y a maintenant plusieurs mois, avec 3000 participations différentes et adopté à notre convention de Lille. Ce programme, il est destiné à construire une société plus humaine, une société qui réponde à l'urgence climatique, une société qui combatte vraiment le monde de la finance, qui domine presque tout ce monde de la finance, et qui, dans cette Europe qui n'est plus une Europe des peuples, domine nos vies. Mais bon, je n'irai pas plus loin. Nos candidates et notre candidat, puisque c'est ainsi chez les insoumis gardois, vont développer quelques aspects de notre programme. Et je passe sans attendre la parole à notre première candidate dans la première circo, Yannick Battefort.
J'ai été licenciée en 2011 dans ma société. J'étais cadre supérieur et depuis 2011, je n'ai pas retrouvé d'emploi, eu égard à mon âge. Et donc, je suis dans la précarité puisque je touche l'allocation spécifique de solidarité, soit 16,27 € par jour, un montant total de 500 € par mois. Donc, je suis sans emploi, mais pas sans travail. Parce que depuis, j'ai décidé de, justement, m'investir et résister à cette politique immonde qui met les pauvres plus bas que terre, les chômeurs tous des feignants. Et je me suis consacrée à l'aide en tant que conseiller du salarié, mais aussi j'accompagne les chômeurs, les précaires dans leur démarche. En fait, j'ai mis mes compétences à disposition de personnes qui avaient besoin d'être défendues. Le constat aujourd'hui de notre société, nous vivons vraiment dans une société indécente. Le terme est important. Pourquoi et comment acceptons-nous de voir des gens mourir dans la rue de faim, de froid, de personnes qui vivent maintenant dans les parkings parce qu'il n'y a pas de logement pour les accueillir, de personnes qui, quand elles veulent travailler, on ne leur propose que des contrats précaires. Effectivement. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 5 ans, la politique qui a été menée a amené à une dégradation des situations des uns et des autres. Beaucoup de lois ont été passées forcées, 49.3, la loi travail, l'ANI, la loi Macron, qui a permis tant de débordements pour des licenciements non justifiés. Aujourd'hui, il y a 9 millions de pauvres, effectivement, en France, et 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Les propositions qui sont faites sont des propositions, comme je vous le disais, indécentes. Le constat est alarmant dans un pays qui pourtant est très riche et qui compte le plus grand nombre de millionnaires en Europe. Mais voilà, aucun politique aujourd'hui ne parle de la pauvreté. Nous, les pauvres, nous ne sommes pas reconnus. Nous, les pauvres, c'est normal, si on est pauvre, c'est notre faute. Voilà, nous considérons qu'il y a non-assistance au peuple en danger. Et pourtant, il me semble que dans la Constitution, il y a quelque chose là-dessus. Beaucoup de gens sont dans la survie, et survivre, ce n'est pas vivre. Il est très difficile de trouver un emploi quand on se bat contre la précarité matérielle et quotidienne. Tout est fait pour amener les personnes à être isolées, dématérialisation, déshumanisation, que ce soit la CAF, que ce soit Pôle emploi. Toutes les institutions sont aujourd'hui conçues pour précariser les plus précaires, pour appauvrir les plus pauvres. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Nous avons, dans notre programme avec Jean-Luc Mélenchon, l'envie et la possibilité d'éradiquer la pauvreté. Nous avons beaucoup de mesures qui amèneront les personnes à vivre dans la dignité. Est-ce normal de couper l'électricité pour qu'enfin les gens ne puissent plus se laver et l'eau, parce que ça va avec? On coupe parce que les gens ont des dettes et on les laisse comme ça, sans tenir compte de la personne dans la globalité, si elle a des enfants ou pas, s'ils sont scolarisés, et pour elle-même, c'est honteux. Voilà. Alors, nous avons des mesures, notamment aussi pour le chômage de longue durée, et on doit proposer un emploi ou une mission d'intérêt général en rapport avec la qualification du chômeur. Les allocations se poursuivraient jusqu'à ce qu'un emploi soit réalisé et proposé par l'État. Ce n'est pas nous, les chômeurs, qui sommes responsables des délocalisations dont personne ne parle, sauf Jean-Luc Mélenchon. Encore 300 personnes vont être mises sur le carreau à Amiens, Whirlpool. 300 personnes qui ne retrouveront pas de travail, tout simplement pour aller faire des sèche-linges en Pologne, parce que la main-d'œuvre est moins chère, et pour rapporter aux actionnaires. Toujours plus pour les actionnaires, toujours et encore. Voilà. Nous ne voulons pas, d'une société, chacun pour soi, et de compétition généralisée, alors qu'une caste d'hyper-privilégiés s'enrichit du travail des autres. Car nous sommes tous des travailleurs,
tous, et sans emploi. Excusez-moi, j'ai oublié dans ma présentation de vous présenter Mohamed El Mahrouani qui m'accompagne pour cette campagne et qui est donc mon suppléant sur les quartiers Mas de Bissevin, Chemin Bas, Val-de-Gour, Beaucaire. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, je suis la candidate de la 2e circonscription du Gard. Je suis gardoise de naissance, retraitée de l'éducation nationale. J'ai travaillé à la Paillade, à Montpellier, à l'UNEL, donc directrice pendant 20 ans. Ces écoles sont connues pour accueillir des enfants qui sont des milieux très défavorisés. Pendant toute ma vie professionnelle, je me suis efforcée de faire de l'école un lieu d'apprentissage des savoirs, d'acquisition des connaissances, du respect de l'autre, de la tolérance et de l'acceptation des différences qui sont les principes mêmes de la laïcité et de la République. J'ai été conseillère municipale adjointe à la mairie de Lunel dans le cadre de l'Union de la gauche, militante syndicale, adhérente pendant plusieurs années au Parti communiste, et je suis aujourd'hui engagée dans les associations sociales, culturelles, dans le mouvement syndical, citoyen et écologique. Lors des présidentielles de 2012, j'ai soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. J'ai été candidate aux législatives dans la 2e circonscription, donc celle-ci, pour le Front de gauche, sur la base du programme L'Humain d'abord. Et je participe au mouvement de la France insoumise depuis sa création, c'est-à-dire en février 2016 par Jean-Luc Mélenchon. Alors le mouvement de la France insoumise, c'est le prolongement de mon engagement, faire participer chacun et chacune à la construction de la 6e République. Ma volonté de donner le pouvoir aux citoyens pour mettre fin aux inégalités sociales, aux injustices, à la pauvreté, aux discriminations qui sont devenues insupportables face à ceux qui se gavent et qui vivent dans l'opulence. Alors la 2e circonscription dans laquelle nous nous présentons, Benoît et moi, donc Benoît qui est derrière, est caractérisée par des éléments essentiels qui sont vraiment liés. Une situation extrêmement de pauvreté, et 2, la présence d'un député Front National, Gilbert Collard. Alors la pauvreté, donc selon le secours, notre collègue en a bien parlé, selon le Secours catholique du Gard, 20% de la population vit avec moins de 1 000 € par mois. Un chômage supérieur à la moyenne nationale. Une déstructuration de l'espace et l'abandon des services publics, comme par exemple la Poste, pour laquelle, avec la France insoumise, nous avons engagé des actions pour son maintien et son développement. La présence de député d'extrême droite Gilbert Collard, qui doit son élection à la faillite des politiques économiques, sociales et démocratiques mises en œuvre par le gouvernement Sarkozy-Fillon et aggravées par le gouvernement socialiste Hollande, Macron, Valls et aussi Hamon. Nous avons, avec Jean-Luc Mélenchon, la responsabilité de convaincre ceux qui ont le plus besoin de changement, qu'avec Le Pen Collard, ce sera pire pour eux. Le sens de notre campagne sera donc d'apporter des réponses concrètes aux interrogations des citoyens, de démontrer les impasses auxquelles conduisent les propositions économiques de Le Pen Collard, leurs conséquences sociales négatives pour les personnes âgées, les jeunes, l'ensemble des salariés, et la mise en danger des libertés, le droit des femmes de disposer de leur corps, du vivre ensemble et de la paix. Nous pensons que dans cette situation, la question des services publics est une donnée importante dans la 2e circonscription. Pour recréer le lien social entre les populations de nos villages, il faut du lien social. Benoît Aude, qui est mon suppléant, lui-même travaillant dans le secteur public, va aborder rapidement notre approche de cette question sur la 2e circonscription. Alors je sais, les suppléants ne devaient pas parler, mais vous savez que nous sommes des insoumis, donc je donne la parole à mon suppléant.
Donc bonjour, je m'appelle Benoît Hode, j'habite en Petite Camargue depuis une dizaine d'années. Je suis archéologue, je travaille au ministère de la Culture, avant j'ai travaillé en collectivité territoriale. C'est la première fois que je m'engage dans une campagne électorale. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais mes engagements syndicaux m'ont permis de comprendre l'importance du collectif et l'importance de l'engagement au service du collectif. Nous pensons que le maintien et le développement des services publics dans nos villages est un facteur de cohésion sociale et un facteur de maîtrise économique et écologique. Les services publics, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général. Dans la deuxième circonscription, la question d'actualité qui nous est posée, c'est le maintien des bureaux de poste et de leurs horaires d'ouverture. Maintien qui est remis en cause dans la plupart des villages. Vous connaissez sans doute les actions que nous avons engagées, en particulier à Galargues, mais avec les citoyens, pour faire reculer la direction de la Poste. Nous souhaitons que d'autres actions se développent dans les villages aux alentours, en Petite Camargue, à Mus, au Quélard, à Saint-Laurent-des-Gouzes et ailleurs dans le Gard. Je signale au passage que dans ces actions citoyennes qui ont eu un grand succès local, nous n'avons vu ni le député du Front National, Collard, ni les conseillers départementaux FN, ni les élus de droite, que ce soit départementaux ou la sénatrice. La défense des services publics de proximité ne semble pas être leur problème. Une de nos autres préoccupations est le maillage des transports en commun et de services publics sur la circonscription et sur l'ensemble du département. Et en particulier le développement des transports en commun et ferroviaires. Excusez-moi. Le développement des services publics n'est qu'une des priorités dont nous souhaitons débattre avec les citoyens pendant les campagnes des présidentielles et des législatives. Certes, nous travaillons sur des questions locales, mais c'est pour d'une part sensibiliser les citoyens aux questions essentielles que pose l'appauvrissement des services publics. Et c'est d'autre part pour rendre la confiance à tous sur l'importance de l'action collective et la pertinence de l'initiative citoyenne. Au cœur de la démarche du mouvement de la France Insoumise. La fermeture d'une poste, le manque d'offres de transport public, ce sont des questions et des problèmes que l'on rencontre partout, en Petite Camargue, en Lozère, dans les quartiers populaires de Lyon ou de la région parisienne. C'est la même chose. Partir du local pour apporter des réponses collectives pour le bien commun m'amène à passer la parole à Geneviève Sabaté qui va nous parler du nucléaire. Absolument. Effectivement, sur la 3e circonscription du Gard, quand vous arrivez là pour faire de la politique, on vous dit tout de suite, attention, site nucléaire, donc il faut esquiver ou être positif. Bon, alors je vais être positif puisque je vais proposer aux salariés du nucléaire de démanteler leur centrale. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus ils sont d'accord, puisque cet après-midi, j'étais sur un piquet de grève avec eux, avec des salariés du site Melox, qui sont en train de subir de plein fouet la sous-traitance qui doit remplacer complètement leur statut, une sous-traitance qui n'est pas qualifiée, une sous-traitance dangereuse, et en particulier dans le nucléaire. Ils le savent, ils ont décidé de se battre jusqu'au bout, ils sont en grève illimitée, et je suis allée leur apporter mon soutien, et le vôtre, bien entendu, celui de la France Insoumise. Alors, justement, à Marcoule, aujourd'hui, la direction Areva est en train de tester la combativité des personnels. Partout en France, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie, la direction Areva, qui est en très grande difficulté parce que, en réalité, les gros problèmes que rencontre Areva aujourd'hui sont des problèmes de difficultés financières. Notre fleuron, soi-disant, notre fleuron industriel est en crise financière. Et donc, ce que cela produit, c'est deux effets très graves. Le premier, le dégraissage des personnels, bien entendu. Le remplacement par la sous-traitance, nous sommes en train de le vivre en ce moment à Melox. Mais aussi des falsifications. Moi, j'ose le mot, puisque un grand spécialiste du nucléaire européen vient de nous annoncer que des matériels sont en grand danger aujourd'hui d'être... Alors, vous savez qu'il y a eu des fractures, il y a eu des fissures sur les générateurs de vapeur. Alors, je ne veux pas embêter les gens avec des choses très techniques, mais n'empêche que ça menace nos vies, cette histoire-là. Nous sommes... et tout à l'heure, les personnels m'ont dit, oui, si vous voulez démanteler
le nucléaire, vous nous trouverez là, à condition de préserver nos statuts pour peut-être partir vers d'autres énergies. Voilà ce qu'ils disent, ce qui veut dire qu'ils sont prêts et qu'il ne faut pas croire que nous avons des ennemis dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Ils savent très bien que cette énergie est en train de devenir obsolète. Ils savent très bien qu'ils sont en danger eux aussi. Ils savent très bien que la médecine du travail qui les a préservés jusque-là, elle aussi est en danger de disparaître et d'être démantelée bien avant que nous démantelions, nous, les centrales. Donc, je pense que nous sommes prêts, les personnels sont prêts, la société est prête. Maintenant, il faut que les politiques décident d'avoir des actes. Or, les actes, Mélenchon, la France insoumise, nous sommes prêts à les faire. Je voudrais juste terminer sur quelque chose. Je ne voudrais pas prendre trop de temps avec le nucléaire parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a possibilité de risques majeurs. Nous le savons et nous l'avons vécu. Bien sûr, c'était dans la chair d'autres peuples, que ce soit Tchernobyl ou Fukushima, mais nous savons que c'est possible ici en France. Alors quand Jean-Luc Mélenchon annonce il y aura fermeture de 18 réacteurs très rapidement, eh bien je crois que nous devons tenir cette promesse, la tenir, alors que Hollande avait annoncé la fermeture de Fessenheim et que nous l'attendons toujours et que si nous ne le faisons pas nous l'attendrons encore longtemps. On me dit de rappeler tout de même le nom de ma merveilleuse suppléante qui s'appelle Charlotte Montel. Voilà. Je suis la candidate de la 4e circonscription du Gard. Je m'appelle Lucie Rousselou et j'ai 33 ans. Et donc, je suis non encartée et je fais clairement partie des 60% issus de la société civile. Et donc, je me présente avec Thomas Champigny, mon suppléant, qui est là. Voilà. Alors, nous avons décidé avec les groupes de la 4e circonscription de vous parler du programme de l'agriculture paysanne et écologique, parce qu'on estime que c'est au cœur de notre territoire et c'est clairement au cœur du projet de la France Insoumise, à travers la planification écologique. Voilà. Donc, notre constat, c'est que notre planète est entrée en état d'urgence écologique. Il y a une régression massive de la biodiversité, une acidification des océans, une multiplication des molécules chimiques cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, une montée des conflits géopolitiques liés à l'accès aux ressources et un épuisement progressif des ressources non renouvelables. Alors la liste est longue, on ne va pas tout faire. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'avec l'Avenir en commun, nous on propose une agriculture paysanne et écologique pour une alimentation de qualité. Et il y a des solutions, ça fait déjà des décennies que des pionniers expérimentent des pratiques agricoles qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire et tout en protégeant la biodiversité. Donc on le retrouve à travers l'agriculture biologique, l'agroécologie, l'agroforesterie, la biodynamie, la permaculture, qui propose des méthodes de conception et de culture pour prendre soin à la fois de notre pays, du monde, de la planète, des humains, et puis aussi pour se partager équitablement nos ressources. Alors, il y a plusieurs points dans l'agriculture. Tout d'abord, il est question de territoire. Il faut savoir que 90% des fermes dans le monde n'exploitent que 2 hectares. En fait, en France, on est en train d'aller dans la logique inverse, d'agrandir les fermes, outre mesure, alors que pourtant, il y a plusieurs travaux, notamment ceux de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui prouve qu'en fait, plus les exploitations sont petites et plus elles sont productives. Donc on peut faire autrement. Et donc il est également question d'emploi. Et là justement, si on réduit la taille des exploitations, elles sont moins mécanisées et donc inévitablement, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc avec la France Insoumise, nous on propose on pense qu'il y aura au moins 300 000 emplois agricoles de créer. Voilà. Merci. Alors, il est aussi question de bien-être et de viabilité du travail pour les paysans. Parce que c'est terrible, mais en France, un paysan se suicide tous les 2 jours. C'est quand même quelque chose de catastrophique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces gens sont dans une crise existentielle.
ils sont soumis à la loi du marché, ils n'arrivent plus à produire des choses qui permettent de nourrir les gens, ils sont soumis... il y a de nombreux cancers qui se développent dans leur famille. Et au-delà de ça, 30% des paysans, quand même 30% des paysans vivent avec moins de 400 € par mois. Donc ce qu'on propose, c'est de revaloriser notamment les retraites agricoles et de préserver les services publics en milieu rural. Alors il est aussi question d'énergie, parce que si on passe de l'agriculture industrielle à l'agriculture paysanne, eh bien il faudra passer de l'utilisation de l'agriculture du pétrole à l'agriculture du soleil. Et donc ça, c'est notamment à travers les circuits courts qu'on pourra le proposer, parce qu'on pourra du coup réduire les gaz à effet de serre qui représentent pour l'instant un tiers environ des émissions des gaz à effet de serre en France viennent de l'alimentation. Ensuite, il est aussi question de protéines végétales. Alors, nous proposons de réduire chacun notre part de protéines animales dans notre alimentation, pour de nombreuses raisons, parce que si on veut pouvoir réellement arrêter les fermes-usines de 1000 vaches et tout ça, il faut clairement qu'on mange différemment. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, on connaît les légumineuses, il existe aussi les graines germées, mais alors en France, il y a aussi la spiruline. Et il faut savoir que c'est une petite algue qui contient 60% de protéines végétales. Et c'est le seul pays au monde où se développent des fermes paysannes de spiruline. Donc c'est très important et il faut vraiment les encourager en fait dans cette démarche. Enfin, je dirais qu'il est question aussi d'équité, parce que l'agroécologie qui est prônée par le gouvernement sortant ne remet pas du tout en cause le productivisme agricole. Donc c'est vraiment ce qu'on veut remettre en cause, nous, avec une agriculture paysanne. L'équité, c'est à deux niveaux. C'est à la fois pour les paysans qui doivent avoir accès à la terre, qu'ils soient issus de familles paysannes ou pas, et aussi d'un point de vue alimentaire, c'est-à-dire que bien manger, ça devrait être un droit pour tous. Et comme vous savez, on souhaite répartir les richesses, qu'on les répartisse aussi dans nos assiettes, en fait. Voilà. Ouais, je dirais juste qu'au-delà du programme de la France Insoumise, si on veut permettre en fait ce changement dans notre agriculture, il faut que nos choix de tous les jours, en fait, c'est ces choix-là qui vont participer à ce changement. C'est-à-dire que déjà en achetant bio, en mangeant des produits de saison, des produits locaux surtout dans les circuits courts, ce sont des choix qui permettent en fait de faire vivre les petits producteurs. Et on peut adhérer à des AMAP ou à La Ruche qui dit oui, ce genre d'association. Et donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, quelle joie en fait de voir la concrétisation d'une des causes pour lesquelles j'ai milité dans l'entreprise et dans le monde syndical, c'est-à-dire la féminisation et l'engagement des femmes à la fois dans l'entreprise l'engagement des femmes à la fois dans le monde de l'entreprise, mais bien évidemment, comme la vie de l'entreprise, des entreprises est étroitement liée aux décisions politiques, l'engagement des femmes dans la vie politique, et ça me fait une grande joie de constater que le département du Gard est en pointe sur ce point, et la France Insoumise au niveau national est en pointe sur cette ambition. Voilà, donc nous sommes dans un contexte d'élection politique avec une élection présidentielle qui approche à grands pas, dans lequel il est reconnu que notre candidat, le candidat qui représente notre mouvement citoyen, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il lui est reconnu une chose, y compris par ses adversaires, que nous avons le programme le plus riche, le plus détaillé, le plus ambitieux. Pourquoi ? Parce que ce programme a été construit par une multitude de contributions. J'ai envie de dire que quasiment tout le monde pouvait contribuer à son échelle à faire remonter une idée, un projet, un objectif pour rendre la société plus juste. Tout ça a phosphoré, a été travaillé et ça s'est traduit par un livre programme qui s'appelle L'Avenir en commun, qui coûte 300 €, qui est trouvable à peu près partout, que je vous invite à lire. Merci Lucie. Que
que j'invite tous les concitoyens à feuilleter. Alors c'est une liste d'objectifs ambitieux pour redonner une cohésion en fait à notre pays. Et pour arriver à cela, on a également prévu de détailler chaque point thématique qui sont abordés succinctement dans le livre sur un site qui s'appelle lavenirencommun.fr, que j'invite tout un chacun à consulter, et dans lequel il y a un livret thématique par thème. Ils ne sont pas encore tous édités. Et chaque livret thématique approfondit une thématique. Il est évident qu'on pourrait croire que comme c'est un livre, c'est figé. En fait, il n'en est rien. Ce livre évoluera, les propositions évolueront, les livrets thématiques s'enrichiront au fil du temps. On n'a pas arrêté le processus de contribution citoyenne et on s'adaptera évidemment au contexte économique et social qu'on rencontrera. Donc, une fois qu'on a des projets, des idées, alors vous l'avez vu, mes amis insoumises des circonscriptions précédentes, il y a des projets qui ont besoin de financement. Certains de ces projets s'autofinancent ou en tout cas créent de la richesse ou créent des marges de manœuvre. Et d'autres sont des projets qu'il faut financer parce qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas générateurs de ressources supplémentaires. Je pense notamment au renforcement des services publics qui n'ont pas vocation à être rentables. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'être rentables, mais ça veut dire qu'il y a des services publics qui sont d'intérêt général et qu'il faut financer pour le bien commun et qui ne rapporteront pas l'argent suffisant pour les faire vivre et les renforcer. Et donc, parmi les marges de manœuvre qui existent, il y en a une, c'est la révolution fiscale. Nos adversaires politiques estiment que, et vous l'entendez régulièrement, c'est au peuple, au plus grand nombre, à faire des efforts. Et nous avons la faiblesse de penser que pour la large majorité du salariat et des salariés qui sont au SMIC, à 1 100 €, des indépendants qui ne sont même pas au SMIC pour la plupart, avec un seuil de pauvreté en France qui est voisin de 1 000 €, c'est pas à eux à faire des efforts supplémentaires pour mieux vivre dans ce pays, alors même que, mes amis l'ont précisé, une minorité accapare une large partie de la richesse produite. Donc la révolution fiscale que nous proposons, c'est pas dogme. Alors la révolution, ça paraît un mot violent. En fait, la révolution fiscale, c'est ni plus ni moins que de respecter l'esprit des doctrines en matière de droit fiscal. La doctrine en matière de droit fiscal, elle est relativement simple. L'impôt doit être payé par tous. C'est une anomalie aujourd'hui et nous la corrigerons. Et il doit être en proportion des capacités contributives de chacun. Et c'est bien ça qui a guidé notre conception. Donc c'est en fait une révolution qui était déjà écrite quelque part et qui n'a jamais été appliquée par les politiques précédentes. Donc nous allons... Hein ? Ouais. Oui. Tout à fait. Et tout à fait, c'est bien pour ça que nous avons pris les engagements pour mettre en œuvre cette révolution fiscale. Et évidemment, pour répondre à ce besoin de justice sociale et d'harmonisation de la contribution fiscale. Donc, aujourd'hui, le potentiel de la révolution fiscale, il est de... Alors, sur ce chiffre, il y a à peu près un accord, 80 milliards qui relèvent de la fraude fiscale ou évasion fiscale, c'est la même chose. Ça, c'est déjà interdit aujourd'hui dans les règles actuelles, mais les moyens ne sont pas donnés à l'administration fiscale, ni les moyens financiers et humains, ni même les directives politiques pour lutter réellement contre cette fraude fiscale. 80 milliards, juste pour se représenter, c'est difficile de se représenter ce que c'est, mais c'est 20% du budget de la France, donc c'est pas une paille. C'est 6 fois le trou de la Sécu. Donc c'est un montant qui nous permettrait, si on arrivait à en recouvrer la plus large partie, de financer bon nombre de mesures utiles au plus grand nombre. Sachant qu'une fois qu'on aura fait cette révolution fiscale, les personnes qui seront les premières impactées, les personnes les plus riches, on ne va pas se cacher, pourront vivre encore largement. Elles ne se retrouveront pas à la rue pour autant. Voilà, donc on ne créera pas de nouveaux SDF, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a également, alors sur ce chiffre-là, par contre, il y a des divergences d'appréciation selon les écoles, mais il y a également 25 milliards
qui relève de l'optimisation fiscale. Donc l'optimisation fiscale, c'est la capacité qu'ont les personnes qui ont les moyens, en se dotant d'avocats, etc., de trouver des biais dans le droit fiscal pour arriver à ne pas payer d'impôts, pour faire simple, alors qu'ils devraient en payer. 25 milliards de plus. Enfin 20 à 25 milliards. Donc en gros, il y a un volume de 100 milliards, un volume énorme, qui pourrait nous permettre de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fera ? Alors on va déjà, premièrement, effectuer un bouleversement dans l'impôt sur le revenu. On va y intégrer la contribution sociale généralisée et on va faire un passage de 5 tranches d'imposition aujourd'hui, avec une première tranche à 0 qui sera plus à 0. C'est-à-dire que tout le monde paiera un impôt, évidemment elle ne sera pas élevée parce qu'elle s'adresse aux revenus les plus faibles, mais tout le monde paiera un montant d'impôt, tout le monde contribuera. Et on va passer ces 5 tranches, la dernière tranche s'arrêtant à 45 000 euros de revenus, on va passer ces 5 tranches à 14 tranches. Alors je ne vais pas vous détailler les 14 tranches, ça fera l'objet d'un livret thématique à paraître sur l'avenirencommun.fr. Néanmoins, la plus importante, celle dont on parle le plus, c'est la dernière, 90% d'imposition au-delà d'un revenu qui est 20 fois le revenu annuel médian. Donc le revenu annuel médian, c'est 400 000 euros par an. C'est pas une paille non plus. Je pense que la plupart des gens ici, la probabilité veut que la plupart des gens ici ne le touchent pas. Ça fait 33 000 euros par mois. Alors effectivement, au-dessus de 33 000 euros par mois, toute la partie supérieure sera taxée à 90%. Voilà, ça me paraît assez juste. Alors, on a également mis en place, pour que chacun puisse savoir comment il va être impacté par cette refonte des tranches fiscales, un site qui s'appelle impôtsjlm2017.fr, un simulateur sur lequel vous pouvez aller entrer votre revenu pour savoir comment ça vous impactera. En gros, pour faire court, jusqu'à 4 000 euros de revenus mensuels, vous paierez moins d'impôts avec le nouveau système proposé par la France Insoumise que vous n'en payez aujourd'hui. Voilà. Donc ça couvre une large partie de la population. Le revenu médian étant à 1 670 euros par mois. Donc il y a déjà 50% de la population qui gagne moins de 1 670. Donc je vous laisse imaginer, moins de 4 000, on doit être autour de 90% de la population qui ne sera pas impactée fiscalement, ou plutôt qui sera impactée positivement par cette révolution fiscale. Enfin, l'impôt universel. L'impôt universel, alors je ne vais pas détailler toutes les mesures fiscales, sinon je vais dépasser largement le temps imparti, les 5 minutes. Mais un dernier point, institutionnaliser le patriotisme fiscal. Tout le monde s'argue d'être patriote, mais le patriotisme fiscal, c'est très important. Et on va avoir une imposition universelle, c'est-à-dire que quel que soit le lieu de la domiciliation fiscale, l'impôt sera redevable en France. Ou plus exactement, la différence entre l'impôt versé dans le pays dans lequel on s'est exilé pour des raisons fiscales et l'impôt qu'on aurait dû percer en France. Ça, il faut faire des adaptations du droit, ce à quoi on s'est engagé. Voilà. J'avais beaucoup d'autres points à développer, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Karine pour la 6e circonscription du Gard. Merci. Je m'appelle Karine Voincher, j'ai 52 ans, je suis paxée, mon mari est là. Enfin, c'est pas mon mari, c'est mon pax. Je suis originaire de Reims, mais nîmoise depuis plus de 20 ans. On peut dire que je suis adoptée. J'ai une formation d'ingénieur agronome de l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier. Et au niveau professionnel, après avoir été chargée d'études au sein d'un syndicat professionnel gardois, j'ai été directrice qualité dans une station de conditionnement de fruits sur les Costières. Et j'occupe actuellement le poste de directrice marketing et communication, c'est un peu long, dans une PME nîmoise, l'Huilerie Cauvin. Mon engagement dans la France Insoumise est un engagement citoyen, puisque je ne suis membre, comme Lucie, d'aucun parti politique, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Par contre, j'ai bien été de tous les combats, et en particulier contre la loi El Khomri. J'ai intégré le mouvement des Insoumis en février 2016, après avoir cliqué sur le site JLM 2017. D'ailleurs, je vous invite, pour tous ceux qui ne l'ont encore pas fait, de le faire. C'est les 350 000 dont on parlait tout à l'heure.
Et j'ai commencé à militer au sein d'un groupe d'appui local de Nîmes et d'Uzès, puisque ma circonscription part d'Uzès, prend une partie du centre-ville de Nîmes et descend jusque Quessargues, non compris, en intégrant Marguerite. J'ai été sollicitée par quelques-uns des insoumis de ma circonscription pour présenter ma candidature aux législatives sur la 6e circonscription. Et après réflexion, puisque je viens du privé quand même, j'ai accepté de relever ce défi pour défendre en première ligne, mais avec une seconde ligne qui est derrière moi, qui est Arnaud Valentin. Ce magnifique programme qu'est l'Avenir en commun. Donc c'est celui qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors j'ai posé ma candidature et j'ai signé ce document. Ce document, c'est la charte des insoumis. C'est une charte qui dit que je m'engage à respecter un certain nombre de choses au niveau moralité, au niveau non-cumul des mandats. Ça intègre la charte anticorps, etc., etc. C'est bien un minimum quand on se présente pour un mouvement politique et qu'on soutient un programme. Donc il faut bien comprendre la nature de ce qui nous anime et de ce qui m'anime, et ce qui nous anime tous ici. Vous l'avez entendu, des citoyens prennent la parole et défendent une autre vision du monde. Un projet humaniste, écologique et social. Alors évidemment, nous sommes à 10 000 lieues des politiciens professionnels, car nous sommes dans la vraie vie, avec de vrais gens. Nous travaillons dans des entreprises où nous agissons dans des collectifs. Nous ne portons pas de costard à 10 000 €. D'ailleurs, la cravate ne me va pas du tout. Nous n'avons ni amis banquiers, ni lobby qui nous soutiennent. Nous ne participons à aucune tractation, ni arrangement entre amis. Par contre, alors je pense que nous avons tous ici des convictions, une éthique, un programme rédigé collectivement, tu l'as bien dit tout à l'heure, qui est chiffré, 5 heures de chiffrage, et un porte-parole intelligent et honnête. Honnête? Ah bon, ça existe? Oui, oui. Notre candidat est honnête. Et notre candidat, il est à la hauteur de nos ambitions, à nous, le peuple. Enfin, donc notre candidat, vous le savez tous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, parlons du fond. Parce que je vais y venir, sinon je vais me faire disputer, parce que c'est trop long. Toutes ces propositions qui vous ont été présentées aujourd'hui, enfin en partie, parce qu'il faudrait qu'on soit plus que 6 candidats pour présenter l'intégralité du programme, ne sont pas compatibles avec les règles actuelles des traités européens qui imposent l'austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. J'aime beaucoup une phrase de Jacques Généreux, l'économiste, enfin un des économistes Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Pour sauver le meilleur de l'UE, il faut en abolir le pire ». Effectivement, nous voulons redonner un souffle à cette Europe que nous avions voulu solidaire et qui est devenue un champ de guerre économique à travers un dumping social et fiscal, évidemment, que se livrent les États membres. En fait, chacun essaie de sauver ses meubles. Il faut donc restaurer une logique de coopération entre les peuples, car contrairement au Front National, et j'insisterai sur ce point, contrairement au Front National, nous ne sommes pas anti-européens. Vous l'aurez compris. Par contre, nous voulons redonner de la souplesse aux politiques budgétaires nationales. Nous voulons réformer la BCE de sorte qu'elle puisse financer directement les États, parce que c'est quand même un comble que la Banque Centrale Européenne ne puisse pas financer directement les États. Nous voulons organiser un audit de la dette et évaluer ce qui est la part légitime de la part illégitime. Il y a quelqu'un qui dit, alors je crois que j'ai vu ça dans un petit recueil d'attaques, la dette publique n'est que l'avatar du capitalisme financier. Je trouve que cette phrase explique très bien une partie de la dette. Nous voulons évidemment aussi engager une harmonisation fiscale et sociale. Et puis le dernier point, et qui me concerne de près, mettre en place une politique européenne cohérente pour soutenir la transition écologique. En tant qu'ingénieur agronome, je pense que je suis très sensible à ça. Les initiatives locales ne manquent pas, citoyennes, pour illustrer la volonté donc, des citoyens d'une autre façon de produire. Je ne citerai que l'exemple du collectif Nîmes en transition,
avec les survoltés et leurs parcs photovoltaïques, l'ULUZ et ses zéro déchet, et tant d'autres. Mais alors, vous allez me dire, hein, comment on fait? La France Insoumise y travaille depuis fort longtemps. Je pense que vous avez dû entendre des sommets, des plans A et des plans B, qui ont été organisés avec Jean-Luc Mélenchon et ses partenaires depuis 2014. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas d'amateurisme. Nous y travaillons depuis 2014 et nous avons un plan A et un plan B. Le plan A, c'est quoi? Nous négocions avec nos partenaires européens la sortie concertée des traités et la mise en place d'autres règles. Comment? Nous envoyons à nos partenaires un mémorandum expliquant la démarche de la France pour reprendre le chemin d'une véritable union des peuples. C'est la seule façon de contraindre les autres États, et donc Madame Merkel, il faut être très clair, à refonder l'Union. Parce que la France a du poids, parce que l'Europe sans la France, ça n'a plus de sens. L'Allemagne elle-même n'y a aucun intérêt. C'est la stratégie du rapport de force et la France est un grand pays. Je vous rappelle, seconde puissance européenne, première puissance agricole. Sur 28 banques nationales, 6 sont françaises. La France pèse. Et alors, pendant qu'on négocie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous n'hésiterons pas à désobéir et à prendre une série de mesures unilatérales de sauvegarde, telles que par exemple, je ne vais pas toutes les dire, mais s'exonérer du pacte de stabilité, et dénoncer le TSCG, refuser les accords de libre-échange, tout ce qui termine en A, TAFTA, CETA, TISA, parce que ça c'est le dernier né, c'est sur les services. Et cesser d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés. Je bois un coup, ça ira mieux. Donc, cesser d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés. Alors, on n'a rien contre les travailleurs détachés, faut bien être clair. Il y a tellement de déformations sur ces propos. C'est juste que nous estimons que les cotisations sociales doivent être les mêmes pour tous sur notre territoire. Et dans le Gard, on est particulièrement concerné par ces travailleurs détachés parce qu'il faut savoir que dans l'agriculture, ici, on est beaucoup sur du maraîchage et de la production arboricole qui est fortement demandeuse de main-d'œuvre. Et donc, nous avons énormément de travailleurs détachés et ce n'est pas sans poser des problèmes. L'année dernière, il y a une agence d'intérim qui s'appelle Terra Fecundis, qui envoie des travailleurs d'Amérique du Sud, qui a été placée sous surveillance pour fraude au salaire et aux charges sociales. Donc c'est un problème important qui nous concerne tous. Alors vous allez me dire, si les négociations échouent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous soumettrons les résultats des négociations au peuple français par référendum pour décider souverainement, et pas non une personne, c'est le peuple qui va décider souverainement si on reste dans l'Europe ou si on en sort. C'est le plan B. À ce moment-là, il y aura une suspension de la contribution de la France. Il faut savoir que sur le budget de l'Europe, ça représente 22 milliards par an, donc 7 en contribution nette. Est-ce que vous imaginez que l'Allemagne est prête à accepter ça? Moi, je ne pense pas. Donc, sincèrement, nous ne sommes pas la Grèce et personne ne veut ni n'a intérêt à ce que la France sorte, car ce serait juste la fin de l'euro et de l'Union européenne. Ce qui s'est passé dernièrement, et je finirai par ça, aux Pays-Bas, montre que c'est possible. Pour mémoire, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Un recul de la coalition austéritaire de droite, un échec de l'extrême droite et une poussée des forces anti-austérité. Donc nous aurons des alliés au-delà des pays méditerranéens dans ce rapport de force qui est géopolitique, bien sûr. Alors croyez-moi, cette année 2017 se révèle être celle de tous les possibles. Soyez-en sûrs. Je vous remercie.